19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 24 janvier 2021. Ce soir, nous accueillons comme invité du journal l'acteur de la société civile Noufou Mamadou Arzika. Noufou Mamadou Arzika, bonsoir. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur ces plateaux. Je rappelle avec vous, il sera question de la situation sociopolitique du pays. Actualité également oblige, on va parler de l'investiture du président, du 46e président des États-Unis, Joe Biden. C'était le 20 janvier dernier. Mais en attendant, on va suivre le déroulé de l'actualité. Cela dit, clôture hier après-midi du congrès ordinaire du syndicat national des médecins spécialistes, congrès au cours duquel un nouveau bureau a été mis en place. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Assouma Ousseidou et Chebou Idissou. Yahya Ousmane, le tout nouveau secrétaire général du syndicat national des médecins spécialistes, élu lors de la tenue du deuxième congrès ordinaire du dit syndicat. Le nouveau secrétaire général nous livre ici ses ambitions. Nous avons été mandatés par le congrès de Niamey pour mener la lutte des médecins spécialistes. Comme vous le savez, les médecins spécialistes nigériens, depuis 2014, ont commencé une lutte. Donc une lutte qui n'a pas abouti jusqu'à présent. Donc le bureau sortant nous a donné mandat et le congrès aujourd'hui a élu comme SG ma personne et nous allons, Inch'Allah, mener cette lutte avec les partenaires. Nous allons collaborer, nous allons discuter sur tous les points d'achoppement, en tout cas de notre plateforme revendicative. Et nous espérons en tout cas faire aboutir nos plateformes revendicatives. Pour la bonne marche du syndicat, le secrétaire général du SMES dresse ses attentes. Nous remercions en tout cas tous ceux qui ont en tout cas contribué à cette élection et nous allons en tout cas donner confiance. Nous allons demander à ce que la base nous fasse confiance pour pouvoir mener cette lutte. Nous avons besoin de leur mobilisation à tous les niveaux, que ce soit au niveau des luttes, que ce soit au niveau de la participation aux activités du syndicat. Nous demandons à ce que nos militants nous soutiennent pour pouvoir faire aboutir nos justes et légitimes revendications. Ce nouveau bureau, dont à sa tête Yahya Ousmane, dispose désormais la lourde tâche de défendre les intérêts des médecins spécialistes du Niger. 4 centrales syndicales des travailleurs du Niger décident de travailler en synergie pour défendre les intérêts des travailleurs du Niger. Ces centrales ont signé un protocole d'entente pour créer une intersyndicale ITN nouvelle version. L'annonce a été faite hier samedi au cours d'une déclaration au siège de la Confédération nigérienne de travail. Hassan Saleh Mustafa Sadoudoumi. S'unir pour mieux défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs du Niger, c'est la principale motivation de la création de ce nouveau cadre d'unité d'action, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN nouvelle version. Ce cadre a pour but d'établir les règles de collaboration entre les membres d'une part et de renforcer le cadre du dialogue social d'autre part. Il vise à consolider et à renforcer l'unité d'action syndicale dans l'optique de la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de l'ensemble des travailleurs du Niger. En y adhérant, les centrales syndicales parties prenantes réaffirment leur attachement aux valeurs démocratiques, à l'état de droit, au respect des droits syndicaux et humains. Elles s'engagent à privilégier avant tout l'intérêt supérieur des travailleurs, aussi bien du secteur moderne formel que du secteur informel dans le cadre d'un dialogue social franc et constructif. La signature du protocole d'entente vient concrétiser ainsi la création de l'ITN nouvelle version dont la présidence sera assurée de façon rotative tous les 3 mois. La présidence sera tournante et elle sera attribuée par ancienneté. C'est ainsi que pendant un trimestre, parce que la présidence sera par un trimestre, ce sera d'abord l'USTN qui va présider pendant les 3 premiers. Après l'USTN, ce sera le tour de la CNT. Ensuite, ce sera le tour de la CGSL. Et enfin, le tour de l'USDT.
Elles sont 4 centrales syndicales des travailleurs nigériens, à savoir la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, la Confédération nigérienne du travail, CNT, l'Union syndicale progressiste des travailleurs, USPT, et l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, qui ont décidé de lutter ensemble pour défendre les intérêts des travailleurs nigériens. Les enseignants de la formation professionnelle et technique projettent une nouvelle grève d'une semaine qui débutera demain lundi 25 janvier 2021 pour exiger la prise en compte de leurs revendications. Cette grève d'une semaine sera la deuxième à l'intervalle d'un mois, n'est-ce pas? Balkissa Tahirou, Sadou Doumi. Le secteur des enseignements professionnels et techniques sera de nouveau paralysé toute la semaine. La Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique va observer cette grève parce que ces revendications restent toujours sans solution. Les points les plus sensibles, nous avons la question épineuse du recrutement sans concours à la fonction publique. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Depuis 2014, le gouvernement n'a pas recruté un seul contractuel à la fonction publique. Alors que le gouvernement a pris l'engagement que chaque année, il va recruter un certain nombre de contractuels qui ont 4 ans dans le contrat. Maintenant, nous avons des camarades qui ont 45 ans, 46 ans, jusqu'à 50 ans même. Donc qui ont jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le contrat. Ces camarades-là attendent le recrutement à la fonction publique. Ils n'ont aucun espoir parce que nous avons parmi eux des camarades qui sont déjà frappés par la limite d'âge. Le second point, c'est la question des mises en solde des camarades des APCEG de la 6e et de la 7e promotion la mise en solde étant faite, mais jusque-là, nous avons beaucoup de camarades qui n'ont pas encore perçu leur premier salaire. Donc, ceux qui attendent des salaires de 2 mois, d'autres 3 mois. Ensuite, nous avons la question des handicapés 2019-2020. Aujourd'hui, nous sommes proches à l'approche du bac 2021, alors que les frais d'émission pour le bac 2019 ne sont pas encore payés. Nous avons aussi une autre épineuse question, c'est-à-dire c'est la question du paiement à Niger Post. Nos camarades contractuels subissent toutes les différentes exactions au niveau de ces institutions parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que le mois va terminer, quand est-ce qu'ils vont toucher leur salaire. Nous avons également la question des promotions au grade. Cette grève d'une semaine intervient après un autre mouvement de 144 heures sans suite. Et jusque-là, aucune tentative de négociation avec la partie gouvernementale. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été contactés. Et à côté de toutes ces choses-là, même la chose la plus élémentaire, notre ministère refuse de répondre. C'est quoi la chose la plus élémentaire? C'est la question des affectations. Aujourd'hui, la question des affectations est devenue une chose vraiment, je ne sais même pas comment la qualifier au niveau de notre ministère. Parce que ça fait plus d'1 an que les enseignants de l'enseignement secondaire attendent des affectations. On a bloqué ça. Quand vous voyez des affectations, peut-être que ce sont des affectations partisanes. Parce qu'officiellement, jusque-là, il n'y a pas eu une commission d'affectation qui est siégée. Mais des fois, on voit des vagues d'affectation qui sortent. Alors que ce n'est pas normal, c'est assez en violation flagrante. Parce que nous, si nous partons en grève, ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais c'est parce que nous avons un certain nombre de problèmes qui sont là et qui ne laissent personne indifférent. Parce qu'aujourd'hui, la question des salaires, c'est une question vitale. La question d'avancement au grade, c'est une question vitale, une question de carrière. Donc vous voyez, donc vraiment, en ce qui concerne nos camarades de l'intérêt du pays, et que ce soit d'ici à Niamey, en tout cas, ils sont en train de prendre conscience vraiment de l'intérêt de ces mouvements. Cet arrêt de travail sera observé dans toutes les écoles de formation professionnelle et technique, dans l'ensemble du pays. Je l'ai annoncé en début de cette édition, nous accueillons sur ce plateau Noufou Mamadou Arzika, acteur de la société civile. Noufou Mamadou Arzika, je reviens vers vous. Alors, avant de parler de la situation sociopolitique du pays, le 20 janvier dernier, les États-Unis ont procédé à l'investiture de leur 46e président, Joe Biden. Alors, comment vous appréciez, comment vous voyez les enjeux géostratégiques des États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden? Je vous remercie. Avant toute chose, permettez-moi de profiter de l'occasion que vous me donnez pour
pratiquement présenter mes meilleurs voeux et à l'ensemble de vos téléspectateurs à l'entame de cette nouvelle année, et considérant que c'est la première fois que nous prenons la parole au cours de cette année 2021 et sur votre plateau. Donc, profitez pour présenter mes meilleurs voeux à l'ensemble de notre peuple et aussi profiter de l'occasion aussi pour présenter mes condoléances les plus attristées à l'ensemble de la nation et surtout à la famille, aux familles éplorées des événements du 2 janvier passé qui ont endeuillé notre pays. Et souhaiter vivement que notre pays vive sous la protection divine et que cette question lancinante d'insécurité, qu'on puisse voir enfin une issue de sortie. Cela dit, effectivement, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les événements aux États-Unis qui ont conduit pratiquement à l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, qui est un démocrate qui a déjà été, on peut dire, aux affaires, parce qu'il était le vice-président de l'ancien président Obama. Et donc, on le connaît, on peut dire, dans l'espace public mondial. Et on a déjà vu leur gouvernance sous Obama. Et je pense que avec tout ce qui est intervenu, l'intermède du président Trump, on peut considérer qu'il n'y a pas fondamentalement grand-chose que nous pouvons être amenés à espérer, parce qu'en Cameroun, on se rappelle que c'est sous leur présidence qu'il y a eu les événements du point de vue africain. Les gens avaient espéré que leur gouvernance sous Obama allait aider l'Afrique à sentir un changement sérieux, mais malheureusement, c'est avec leur gouvernance aussi que nous avons vécu la chose la plus ignoble de l'histoire du monde, avec l'assassinat de Kadhafi, où les gens ont organisé ce qu'ils ont pu organiser. C'était sous leur présidence, il faut le noter. C'est avec leur appui qu'il y a eu tout ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui encore, on peut redouter que leur formule de gouvernance avec les jeux et les enjeux tels qu'on le vit dans le monde actuellement peuvent être une véritable source aussi d'inquiétude. Vous le savez, il y a beaucoup de politiques, on peut dire très critiquables, que les gens ont portées, notamment en ce qui concerne, on peut dire, la promotion du mariage pour tous. Vous le savez que ils font partie de ceux qui ont encouragé cette initiative. Et aujourd'hui, dans le monde, on a même conditionné les rapports multilatéraux, surtout au niveau de l'ONU. Certains pays, on les exige même qu'ils fassent, il faut qu'ils acceptent ce genre de nouvelles politiques et qui doivent garantir cette possibilité de promotion du LGBT et dans le monde, avec tout ce que cela comporte comme remise en cause de la valeur, de la dignité pour tout ce qui concerne les gens qui croient, en tout cas toutes les religions révélées et que nous connaissons et sont en tout cas condamnent ça. Mais je le dis parce que c'est quelque chose de très très fondamental. C'est vrai, Trump a eu son vécu, ces 4 ans ont été tumultueux parce qu'il est, comme on dit, il est anticonforme et l'establishment mondial a été déstabilisé par ses frasques et sa manière de faire. Mais il n'en demeure pas moins que quand on fait une analyse suivie, on verra qu'avec Trump, il n'y a aucune guerre nouvelle qui avait été enclenchée dans le monde. Et au contraire, il a même engagé son pays à réduire l'implication des États-Unis dans cette formule de gendarme du monde qui pousse à aller dans le sens d'encourager certains types de guerres injustes qu'on a pu connaître dans les années antérieures. Donc, on peut dire que globalement, la situation sera encore très redoutable et par rapport à ce qui pourrait être amené à intervenir. Et nous, un pays comme le nôtre, un continent comme le nôtre, naturellement, avec ce qui vient d'arriver, et vous savez, nous vivons de façon dramatique la situation de l'insécurité et du terrorisme provoqué, fabriqué, et comment on appelle ça, par des puissances
tutélaires qui sont aujourd'hui là, en train de vouloir jouer aux gendarmes du monde, en train de s'imposer partout, à vouloir être ceux qui vont imposer leur volonté. Et dans notre pays actuellement, on peut considérer qu'il y a, parmi les forces d'occupation de notre pays, il y a aussi les forces américaines. Et il y a bien d'autres. Et comme le dit Macky Sall, et ce qui est curieux avec les événements au Mali, malgré tout ce qui a pu être mobilisé comme ressources humaines, matérielles et autres, on constate que la question de sécurité au Sahel n'a fait que se dégrader davantage. Et tout le plaidoyer que notre pays a fait à travers la position du président du Niger, qui a invité que l'ONU puisse accepter de mettre la question du Sahel sous le chapitre 7 des Nations Unies, n'a pas abouti jusque-là. Et ce qui fait que c'est toute l'intervention des acteurs est fragmentée et on laisse pratiquement les gens en train de suivre. Jusqu'à hier, vous avez vu, hier à la frontière malienne, il y a eu des attaques où il y a eu encore quelques personnes qui sont mortes, des blessés et autres, tout ça. Chez nous, il y a quelques semaines, on a vu jusqu'à une centaine de morts. Et malgré tous les moyens que ces gens-là ont pour pouvoir repérer et ces acteurs-là, et dans la pratique, on constate qu'on n'arrive pas à voir. Et nous continuons, nous, à sous-traiter notre sécurité avec ces gens-là et en considérant que c'est eux qui vont nous donner la bonne information. Et on a vu que toutes les informations qu'ils nous ont toujours données ont plutôt dérouté nos forces que de les aider à atteindre les objectifs de la protection. Sinon, c'est incompréhensible. Depuis 2013, qu'on considère qu'aujourd'hui, ça fait 8 années et on n'arrive pas à gérer la situation au Mali. Le gouvernement malien, l'État malien, le peuple malien n'arrive pas à recouvrer son autorité sur l'intégralité de son territoire, malgré toute la mission qui a été assignée à l'administration. Donc, j'ose espérer que tout ceci-là doit amener les Africains que nous sommes à plutôt travailler, à compter sur nous-mêmes. Et que nos gouvernants, nos futurs gouvernants, nos gouvernants doivent être capables d'avoir à l'idée qu'on ne peut pas sous-traiter sa sécurité et croire que la solution va venir d'ailleurs au nom et non de l'intérieur. Quel que soit le minimum de moyens que nous avons pour y faire face, il vaut mieux compter sur nous d'abord et le reste, on verra ce qui peut être fait. Parce que la participation ou l'appui comment on peut dire, l'appui de l'extérieur doit être un appoint et non un objectif ou une finalité. D'accord, revenons au Niger, au pays où à quelques jours de l'ouverture des campagnes pour le second tour, un climat est là. Comment vous appréciez ce climat sociopolitique au pays? Je vous remercie, M. Nassirou, pour cette question importante. C'est vrai que nous sommes dans une période électorale, une période de fin de mandat du président sortant. Et comme on le dit, je suivais d'ailleurs jusqu'à hier la visioconférence de la CEDEAO et j'ai suivi pratiquement le discours du président et puis la réaction des autres pays vis-à-vis de leur appréciation, leur lecture, leur jugement de ce que notre président a pu faire justement au niveau de la CEDEAO et puis au niveau de l'Union africaine. Et c'est bon, en tout cas en tant que Nigérian, on peut estimer que c'est une bonne chose, ça nous donne un peu de baume au cœur qu'on soit dans la position de considérer qu'on écoute ce que les gens ont pu dire de ça. Moi personnellement, en tout cas, ça m'a plu. J'étais content quand même d'avoir appris ça. Et maintenant, sur le plan de la situation, j'entends souvent les gens poser le problème comme s'il y a une prouesse particulière et comment on appelle ça, de notre président en ce qui concerne le respect de la Constitution. C'est la Constitution qui dit malheureusement, il faut limiter le mandat. Je dis bien malheureusement parce que vous savez, nous, c'est pas notre lecture, c'est pas notre position. Et tout le monde connaît notre position. Notre position, si ça tenait qu'à nous, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais considéré que la démocratie égale la limitation des mandats ou une alternance imposée, mais la démocratie pour nous, c'est que le peuple doit être le maître de son destin. C'est lui qui, par son vote, doit décider de maintenir ou chasser un régime qui ne convient pas ou un régime qui lui convient. Donc,
je pense que par rapport à tout ce qui est en train de se passer, maintenant nous sommes là dans une situation un peu compliquée, un peu difficile. On attend actuellement la décision de la Cour constitutionnelle par rapport aux résultats globaux et provisoires qui ont été transmis à cette institution par la CENI. Et vous le savez, avec tout ce que les uns et les autres ont pu constater dans le cadre de l'observation qu'on a faite, et puis tous les commentaires que les gens ont entendus, qui ont émaillé ce scrutin-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut attendre de savoir quelle est la décision finale que la Cour constitutionnelle va être amenée à prendre en ce qui concerne, bien sûr, ces résultats-là. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'impairs, il y a eu des agressions même, on peut dire, dans certaines zones de notre pays, même si peut-être on peut dire globalement, ça peut ne pas influencer fondamentalement les résultats tels qu'on les a vus, et qu'au finish, on peut considérer qu'on a une idée de ceux qui seront les futurs candidats qui vont compétir pour le deuxième tour à venir. Et donc, il faut le noter, la situation, elle est effectivement là. Et vous le savez aussi qu'il y a une question qui n'avait pas été réglée, qui n'a pas été soldée. C'est la question par rapport à, comment on appelle ça, au respect de la Constitution, en ce qui concerne l'article 47, en ce qui concerne l'un des candidats, dont on a considéré jusque-là que de façon concrète, on n'a pas véritablement convaincu, et n'a pas pu convaincre, et n'a pas convaincu véritablement les Nigériens de sa situation de nationalité d'origine. Le dossier est encore entre les mains de la justice. Je ne sais pas, il semblerait qu'il doit être à la cour d'appel de Zander. Bon, jusqu'à présent, la chose n'a pas bougé. Il faut qu'on sache de façon définitive qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport justement à cette candidature qui a fait trop de bruit, et par rapport à sa justesse et à sa légitimité, j'allais dire à sa légalité. Donc ça, je pense que ça aussi c'est un aspect qui mérite que chacun de nous comprenne. L'enjeu n'est pas un enjeu personnel ou individuel ou des questions partisanes. C'est une question de respect de notre loi, du respect de notre Constitution. C'est la Constitution qui dit voilà les conditions pour y être. Et s'il y a des gens qui portent des doutes, et parce qu'ils ont des éléments d'information et qui montrent qu'effectivement il y a une tricherie qui entoure et encadre la vérité sur cette question-là, je pense qu'il ne sert à rien de mentir, parce que le mensonge a beau courir, la vérité le rattrapera un jour, messieurs nations. Ça c'est clair. Même si aujourd'hui on utilisera les moyens, j'allais dire de la force, les moyens de stratagèmes politico-judiciaires, et tel qu'on est en train de le relever, de le révéler, parce que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui a révélé, et que le monsieur, dans son dossier, il a quand même dit des choses qui ne sont pas vraies, et il a même fait des déclarations sur l'honneur, et M. Nassirou, et qu'il ne connaît pas le certificat qui porte le numéro 140, et lorsqu'il y a eu des requérants qui ont porté plainte par rapport à la question, et par la suite, la Cour elle-même nous dit qu'elle a découvert que entre son arrêt numéro 7 et son arrêt numéro 10, qu'elle a découvert que le monsieur, en réalité, sa déclaration sur l'honneur est un pur mensonge, et que ça ne traduisait pas la vérité. Donc vous voyez bien, quand on commence avec une formule comme ça, quand on peut être amené à voir ces réalités qui crèvent les yeux, et on décide de les contourner, mais en fait ça n'augure pas de la crédibilité de la suite de la gestion. Si aujourd'hui, par extraordinaire, le Nigérien viendrait à considérer que au soir du 21 février, le résultat va déboucher sur l'élection de comment on appelle ça, de ce monsieur au pouvoir, mais imaginez ce que sera la suite de sa gouvernance, avec toute l'idée que les gens ont sur tout ce qui a bien pu se passer en termes de fausses informations, en termes de déclarations qui se révèlent fausses, et je pense que ça c'est un problème. C'est vraiment un problème, et moi ça me travaille au plus profond de mon âme, parce que j'estime que dans notre pays
nous devons savoir garder raison et nous ne devons pas privilégier des considérations personnelles, individuelles, sentimentales au détriment des fondamentaux et légaux sur lesquels on doit asseoir notre démarche. Et vous le savez, M. Nassirou. Et nous avons, au début de cette question-là, il y avait beaucoup de candidats qui avaient aussi d'autres problèmes. C'est qu'il y avait d'autres problèmes, on a pu les appliquer la loi. Et donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse faire une application, j'allais dire, sélective ou à double vitesse de la loi de notre pays. Je pense que ça, par exemple, ça c'est une mention. Autre chose que je relève toujours, avant-hier, je crois, c'est le 24, combien? Ça doit être le 20 ou le 21 ? Le 21. Le 21, il y a eu, on a publié ici sur Africa 24 une intervention de M. Bazoum Mohamed qui a été, comment on appelle, reçue sur le plateau de Africa 24. Et à l'occasion de cet échange, il est arrivé à dire de manière péremptoire des choses qui ne devaient pas être dites, parce qu'on ne peut pas être à ce niveau de compétition, à ce niveau de responsabilité, à ce niveau de volonté de vouloir jouer un rôle important dans le pays, tel que vouloir être président de la République, et puis prendre des libertés sur des dispositions de la Constitution. Et lorsque le journaliste a posé la question concernant la situation de ce qui risque d'arriver si on devait aller, si par exemple son challenger devait être celui qui sera élu, comment il voyait la situation. Alors tout de suite, il dit que la Constitution de notre pays a prévu que l'Assemblée qui est installée ne peut pas être dissoute avant 18 mois. Et moi je n'avais pas tout à fait directement tout suivi quand les gens étaient envahis par comment on appelle ça, les appels des gens qui me disent, mais écoute Intel, voilà ce que Intel vient de dire, qu'est-ce que tu en penses, c'est quoi la vérité de ça? J'ai dit bon, il faut se coller à la loi. La Constitution que je connais, à laquelle j'ai participé à la rédaction avec lui-même, parce qu'on était ensemble avec lui dans la commission des textes fondamentaux du CCN, là, et du Conseil consultatif national, et sous la transition du CSRD, là. Et donc, cette constitution que je connais, depuis son préambule jusqu'au 185e article de la Constitution, il n'y a nulle part où ce problème a été posé. Le seul article que nous avons dans la Constitution, c'est l'article 59, qui traite de la question de la dissolution en termes de prérogatives constitutionnelles qui est accordée au président de la République pour que lorsqu'il y a une nécessité, une crise politique qui peut conduire à un arbitrage qui doit obliger le président à dissoudre l'Assemblée pour envoyer les électeurs, comment on appelle ça, tout le monde devant les électeurs, alors la Constitution à son article 59 a donné des indications sur comment il faut faire. Donc la première dissolution possible n'a pas de condition de délai. Par contre, une fois qu'on dissout l'Assemblée pour la première fois dans le cadre de la législature, on ne saurait, au cours de cette même législature, dissoudre à nouveau l'Assemblée qu'après 24 mois entre la première dissolution et la seconde. Et la seconde. Donc c'est ça que la Constitution a dit à son article 59. Donc tout ce qu'il a pu dire, malheureusement, je suis désolé. Je suis désolé parce que ça me peine qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on puisse parler à l'emporte-pièce, dire des choses qui ne sont pas correctes du point de vue de ce que la loi... Bon, je pense que ce n'est peut-être pas sa seule responsabilité, c'est peut-être aussi la responsabilité de son entourage, de ceux qui devaient l'aider à connaître ça, à rappeler de ça et puis à éviter justement que ces genres de bourdes ne soient relevés. Donc, et je pense que, comme je l'ai déjà dit aux gens, ça ce n'est peut-être pas la première fois que nous avons l'habitude de voir les gens imaginer dans leur tête ce que doit être telle disposition de la loi, mais à la vérité, c'est totalement loin de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui encore, quand on prend la disposition que je suis en train de dire, il faut respecter les dispositions de l'article 47, nous avons dit, voilà ce que la loi a dit.
La loi dit à son article 47, si vous avez l'ambition d'être éligible, d'être candidat à l'élection présidentielle, il faut que vous soyez un citoyen nigérien de nationalité d'origine, qui soit de deux sexes, donc homme ou femme, et qui soit âgé au moins de 35 ans, et qui ne soit pas, qui jouit de ses droits civils et politiques. Et donc la loi, l'article 47, a renvoyé à une loi organique qui doit préciser et compléter les conditions d'éligibilité. Et c'est cette précision-là qui avait été apportée dans l'article 134 du Code électoral et qui dit qu'en plus de ces conditions-là, il faut ne pas se trouver dans l'un des cas d'incapacité prévus à l'article 8 du Code électoral. Là, ça concerne la question de la possibilité de se faire inscrire sur le fichier électoral. Et il y a un certain nombre de personnalités qui sont interdites de pouvoir s'inscrire sur le fichier électoral en raison de ce que l'article là a prévu. Donc nous avons dit ça et nous, notre devoir, ça a été que de rappeler. Et quand nous le disons, la loi là n'a pas parlé de quelqu'un de façon spécifique, M. Nation. La loi n'a pas parlé encore moins de couleur de quelqu'un, d'ethnie de quelqu'un, du clan de quelqu'un, du groupe de parti de quelqu'un. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc, mais on a entendu, quand les gens soulèvent le problème, tout de suite les gens vous disent, écoutez, on vous renvoie c'est comme si, quand vous soulevez la question, c'est comme si d'emblée ça signifie que quelqu'un n'est pas d'accord, que quelqu'un d'une certaine ethnie ne puisse pas être éligible, ce qui est faux. Dans notre pays, il n'y a pas ce problème. Et dans ce pays-là, tous les Nigériens se valent. Et la preuve, même au niveau de la députation, on a parlé de députés nationaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir été élu dans une circonscription spéciale avec peut-être moins de 2000 électeurs, mais vous êtes député au même titre qu'un député qui est élu là où le quotient est de 40 000. Et tout le monde est considéré comme député national. Et que ce qui est dit dans la Constitution à son article 4 alinéa 2, c'est que dans l'exercice du pouvoir d'État, tous ceux qui sont appelés à participer à l'exercice du pouvoir d'État, on dit l'ethnocentrisme, le régionalisme, l'esprit de clan, l'esprit féodal, le népotisme, le favoritisme, et comment on appelle ça, la concussion, la corruption, et le sexisme, le trafic d'influence et le pouvoir personnel sont bannis et punis par là. Donc, alors, M. Nassou, si on considère qu'il y a tout ce dispositif-là qui est prévu dans notre Constitution, nous ne comprenons pas que des responsables politiques décident de façon dévoyée de vouloir poser les problèmes autrement, en voulant inviter les gens à une autre lecture de la situation alors que c'est faux. Et nous avons entendu des gens développer ce genre de discours, et particulièrement celui qui l'a fait, c'est le candidat Bazoum qui était le premier à même vouloir s'aimer cette confusion dans la tête des gens, en voulant nous faire comprendre que si les gens disent de respecter l'article 47, ça veut dire que les gens ne veulent pas de lui, et parce que lui, il est issu de tel groupe ethnique et autres, ce qui est faux. Et si les gens, là, si au Niger, les gens avaient cet esprit, mais est-ce qu'il allait être là où il est? Quand même, quoi qu'on dise, M. Nassirou, le PNDS, aujourd'hui, dans les faits, c'est apparu le plus grand parti du Niger. C'est un parti le plus national. On voit qu'il est dans toutes les régions, même à l'issue de ces élections qu'on vient de voir. On a vu au niveau des locales comme des régionales. On a vu au niveau des législatives provisoires, là, qu'il est représenté partout. Et donc tous les Nigériens de toutes les ethnies, de tous les groupes politiques, ils sont dedans. Et donc on ne peut pas dire un parti donc comme ça qui a fait de vous son candidat et que vous allez considérer que les Nigériens ont des considérations encore, et j'allais dire des considérations partisanes, enfin ethniques ou raciales. Ça n'a pas de sens. C'est un faux débat qui ne devait pas amener, et il n'est pas normal qu'une personnalité de son rang soit dans la situation de vouloir créer une telle lecture gravissime qui peut provoquer d'autres choses. Parce qu'on a vu d'ailleurs dans les réseaux sociaux, vous entendez souvent de façon gravissime certaines personnes confuses qui font certaines interventions malheureuses, et en voulant poser les problèmes sous l'angle que lui, il a voulu amener les gens à lire la situation. Alors que ce n'est pas ça. C'est de lui qu'il s'agit. On a dit chaque candidat, quel que soit le candidat, ou qui que tu sois, on doit vérifier si tu remplis ces conditions d'éligibilité.
si même il y a doute, c'est à toi de faire le travail pour aller même devant le juge, comme on dit, même le contentieux des nationalités, au lieu d'attendre même que les gens puissent porter ça, c'est lui-même qui devait pouvoir le porter, pour pouvoir convaincre les gens que vraiment, moi je suis ça. Moi quand on va me demander, je suis né ici, voilà mon père, voilà ma mère, voilà mon grand-père, voilà ma grand-mère, voilà le village dans lequel mon père est né ou mon grand-père est né, voilà où il est mort, voilà sa tombe. C'est ça qu'on demande aux gens. Mais en dehors de ça, on n'a pas dit autre chose. Maintenant, vous voulez s'aimer une sorte de bordélique dans la lecture des choses qui peut conduire à une chélie. Heureusement que notre peuple est lucide. Et que même dans son camp politique, beaucoup de gens sont lucides et ils ne sont pas en train de le suivre sur cette lancée-là. Alors, M. Mamadou Noufarzika, pour finir, on va parler des alliances, parce que les alliances ont déjà commencé avant la proclamation des résultats globaux par la Cour constitutionnelle, chose que déjà certaines structures de la société civile ont condamnée. En 30 secondes aussi, parler de la réaction du procureur de Zander par rapport à l'interdiction de brandir le Coran pendant ces élections. En une minute. Bon, écoute, en tout cas, ce qui concerne les alliances, moi je pense que concernant les alliances, il est plus prudent, et pour tous les acteurs, d'attendre les résultats globaux définitifs. Après la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle, en ce moment-là, les gens sont fixés, on a une idée précise du résultat, et c'est en fonction de ça, les gens peuvent... Ils ont 21 jours pour faire ça. C'est-à-dire, c'est après la proclamation des résultats globaux définitifs que la campagne va commencer. Et donc la campagne, c'est aussi le moment idéal pour faire les démarches, pour les alliances, pour essayer d'approcher tous les acteurs qu'on peut approcher, pour être dans la position de faire en sorte que l'on puisse... Parce que normalement, on ne peut même pas faire des déclarations de soutien à un candidat avant la campagne. Parce que quand la campagne n'est pas ouverte, conformément aux dispositions de l'article 81, il est dit que c'est interdit de faire campagne avant la campagne. Pour le moment, la campagne est interdite. Et la campagne est suspendue. Et elle ne sera ouverte qu'après la proclamation des résultats. Donc même qu'un parti se réunisse, fasse une déclaration de soutien à un candidat, c'est une violation de la Constitution, j'allais dire du Code électoral à son article 81 et suivant, parce qu'il y a d'autres articles, parce qu'on voit des gens, c'est une sorte de commerce, des promesses contre postes, des alliances qui ne sont pas de nature à mettre en avant l'intérêt national, l'intérêt du pays. Moi, ce que je pense, les acteurs doivent mettre le Niger devant, le pays devant. Et tout président qui sera élu ne doit pas avoir à l'esprit l'idée de récompense de ceux qui sont venus à le soutenir. On doit avoir à l'esprit le travail à faire pour sortir ce pays de la situation dans laquelle aujourd'hui il est empêtré et dans laquelle aujourd'hui il faut un esprit de solidarité collective. Parce que je pense que pour moi, les Nigériens doivent tirer des leçons avec tout ce que nous avons vécu. Heureusement qu'on a quand même pu maintenir l'État durant ces 10 ans, avec tout ce qu'on a pu connaître comme insécurité et autres, qu'on ait pu avoir la chance encore jusque-là de considérer que notre pays est un îlot, qu'on peut dire, pas de sécurité, mais un îlot d'intégrité qui est jusqu'à présent on peut dire sous l'autorité nationale. Même s'il y a des incursions qui viennent de l'extérieur, c'est des incursions qui viennent et qui retournent. Mais le pays, il n'y a aucun mètre carré qui est sous administration, comme c'est le cas par exemple au Mali, où pratiquement les 2 tiers du territoire sont aujourd'hui pratiquement sous l'empire de la gouvernance des insurgés, des terroristes et autres, et protégés par Berkane. C'est Berkane qui les protège pour qu'ils puissent être dans la position de jouer ce jeu-là. Nous, ici au Niger, nous subissons les assauts de ces gens sous la protection de Berkane qui empêche qu'on les atteigne. Parce que même si on fait poursuite, on dit bon, quand vous arrivez à plus de 50 km après la frontière, vous ne pouvez pas aller continuer la poursuite dans une zone qui est un no man's land. La zone là qui fait frontalière avec le Niger et le Mali, mais ce n'est pas le Mali, c'est la zone contrôlée par les bandits, par les insurgés, par les fameux terroristes. Et on nous empêche d'accéder à ces gens-là. Donc ce que je me dis, la question des alliances politiques à nouer doivent tenir compte des impératifs, des objectifs assignés à l'État en termes de mission à assumer par rapport à la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Et que tous les acteurs politiques, je vois des petits groupes à gauche, à droite qui se nouent et qui sont en train de gouiller, je dis bien, en violation
de la loi. Parce que la Constitution, je veux dire la loi à son article 91, le code électoral, dit que quand la campagne n'est pas déclenchée, avant la campagne là, donc il y a des choses qui sont interdites. Et donc aussi on est entre deux tours, donc la campagne est terminée, on a normalement même les gens devaient retirer tout ce qui devait ressembler à la campagne, les affiches et autres là, devaient normalement être retirés, même si vous avez constaté sur le terrain, les gens ont refusé d'enlever. Jusqu'à présent, vous avez les posters des gens, les pancartes des gens et les moyens de campagne qu'ils ont utilisés pour le premier tour, ça continue à être là. Donc, je pense, nous devons avoir à l'esprit qu'il s'agit de notre pays. Et que ce pays-là, personne ne viendra le construire à notre place. S'il y a une préoccupation que nous avons, c'est cette préoccupation de l'administration. Nous devons avoir en conscience que c'est notre héritage que nous avons. Nous devons le travailler pour léguer à la postérité et quelque chose de solide et de bien construit, parce que chaque génération qui vient doit faire ce qu'elle doit pouvoir faire et le reste, ça passe. Aujourd'hui, il souffre et c'est déjà dans l'histoire parce que c'est fini. Et c'était pathétique hier quand je le suivais et quand il faisait au revoir à ses collègues et c'était vraiment pathétique. J'avais eu des pincements au cœur. Je m'étais dit, mais finalement, si la situation devait être comme ça, et on a vu en écoutant le président ghanéen que c'est comme si eux-mêmes ils ne veulent même pas qu'ils partent en fait. Donc, c'est pour dire que pour la question des alliances, il faut attendre, pour moi, il faut attendre la décision de la Cour constitutionnelle. Et les gens doivent privilégier l'intérêt national et non privilégier le partage des postes et la gouvernance, comment on appelle ça, la gouvernance de récompense. Maintenant, il y a un aspect qui est important, c'est que les gens sont déjà en train de dire, bon, on a déjà une majorité de députés qui est à l'écart, qui est à part, et de l'autre côté, maintenant, c'est le président. Il faut que les gens fassent absolument attention, messieurs nationaux. Les élections présidentielles, deuxième tour, et c'est des élections qui consistent à aider le peuple à se choisir un président de République. Et le président de la République, c'est le président de tous les Nigériens. C'est le président qui doit être au-dessus des partis politiques. C'est le président qui doit incarner l'unité nationale. C'est le président qui doit être garant de l'unité nationale. C'est le président qui doit être garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du garant du respect de la Constitution. Déjà, donc c'est des éléments d'analyse qui doivent être là. Ce n'est plus une affaire de groupe politique ou de X. On a deux personnalités parmi lesquelles il faut regarder avec toute leur histoire, tout leur comportement, toute leur attitude, tout ce qu'on sait d'elles, qu'il faut choisir parmi elles qui pourrait être le moins mauvais. Parce que pour moi, je considère que c'est en ces termes qu'il faut parler. Je considère que ce n'est pas forcément l'idéal souhaité ou recherché. Mais bon, si vous avez entre Ebola et coronavirus, donc vous devez choisir avec laquelle des maladies vous pouvez vous accommoder le temps de tirer quelque temps. Parce qu'en fait, pour moi, il s'agit de ça. Parce que l'idéal du Niger, c'est de ne pas nous retrouver avec forcément du déjà connu ou des gens qui viendraient à vouloir nous dire forcément que c'est la même chose qu'il faut continuer et que la même chose à continuer là quand on fait un regard rétrospectif de la situation, alors que ce n'est que des inquiétudes générales et généralisées. Tout le monde connaît tout ce qu'on a vécu. Ce n'est plus la peine de vouloir dire quoi que ce soit autour de ce qu'on connaît déjà. Tous les Nigériens savent ce que nous avons vécu sur le plan de la sécurité, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'économie de façon générale et sur le plan de toute la situation que nous sommes en train de vivre. Donc maintenant, monsieur Nassirou, nous devons simplement nous dire, comme c'est ça le retour, c'est-à-dire à l'issue du premier tour, c'est ce résultat que le peuple a renvoyé. On verra à l'issue du deuxième tour quel est le résultat que le peuple va. Si le peuple va dire on va mettre ensemble la majorité parlementaire et la majorité et le président du même côté, où on va considérer que même si la majorité parlementaire est plus ou moins connue déjà, maintenant le président c'est autre chose. Parce que je le dis très bien, la fonction du président est différente de la fonction de l'Assemblée. Le président est président de la République, ses prérogatives sont prévues dans la Constitution. On ne peut pas continuer à nous ramener à ce qu'on a vécu en 1995.
Parce qu'en 1995, ce n'était pas en fait du droit qu'on a fait. Les gens ont fait du galimatias. On a fait tout ce qu'on a fait pour nous amener à une cohabitation chaoteuse où les uns et les autres ne respectent pas leurs obligations respectives qui sont prévues dans la Constitution, alors que la Constitution est très claire. Si chacun fait son travail, si chacun respecte l'esprit que je viens de rappeler de l'article 4 alinéa 2, mais on ne devait pas avoir des problèmes qui peuvent avoir besoin de nécessiter une dissolution de l'Assemblée. L'Assemblée est à part, elle fait son travail. Le gouvernement est à part, il fait son travail. Le président est à part, il fait son travail. Les autres institutions, chacun fera ce qu'il doit faire en tenant compte des prérogatives légales qui sont reconnues à chaque institution. Et on n'a pas besoin de dire forcément que les gens vont avoir, parce qu'on a dit, dans l'exercice du pouvoir, l'esprit de clan. Si l'esprit de clan est banni, ça veut dire que même l'histoire de groupe majoritaire, là, mais dans la Constitution, vous ne verrez pas ça. Dans la Constitution actuelle, là, vous ne verrez pas un président et le président de la République, il est président de tout le monde. Un gouvernement et le gouvernement de la République, il est gouvernement pour tout le monde. Et l'Assemblée est nationale, elle est nationale pour tout le monde. Donc, dans l'organisation du travail, normalement, ce sont les commissions parlementaires qui doivent aider l'Assemblée à travailler et non les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires, c'est de l'imposture. Et c'est en violation de la Constitution à son article 87 qui dit que chaque député est représentant de la nation entière. Le vote du député est personnel, tout mandat impératif est nul. Donc il n'y a aucune raison que les groupes parlementaires viennent à l'Assemblée supplanter les commissions parlementaires de travail de l'Assemblée et que finalement c'est la politique politicienne qui prend le pas à l'Assemblée, surtout en plénière, à travers les groupes politiques que les gens mettent en place, où on voit souvent apparaître le président du groupe parlementaire pour donner des consignes de vote à ses camarades ou des soi-disant explications de vote. Et ça, c'est une violation de la Constitution parce qu'on dit tout mandat impératif est nul. Lorsqu'on donne une consigne de vote, carrément devant tout le monde, et on voit les gens respecter la consigne de vote, ça veut dire qu'ils ont respecté le mandat impératif. Et donc, on dit, la décision qui est issue d'un mandat, de l'exécution d'un mandat impératif est une décision nulle. Mais malheureusement, on n'a pas prévu le mécanisme de constatation de ça, qui doit constater que les gens ont fait exécuter un mandat impératif et que leur décision est réputée nulle et de nul effet. Donc, maintenant, pour terminer avec ce que vous avez dit, ça c'est par rapport à ce qu'on a entendu le procureur de la République au niveau de Zinder, qui en même temps qu'il est procureur de la République, il est président de la commission électorale nationale régionale au niveau de Zinder. Donc ça veut dire qu'avec cette casquette-là, il ne devrait même pas continuer à utiliser la double casquette. Lui, quand il vient en matière électorale, il est président de la CENI régionale. Mais si en matière judiciaire, s'il est procureur, le procureur, il doit mettre un autre, c'est à un autre, c'est un substitut à lui de faire ça. Mais pas lui venir utiliser la même casquette. Et il est président de la commission et il est en même temps procureur. Et qu'il utilise jusqu'à menacer des gens et jusqu'à utiliser des propos qui sont impropres, des propos indécents. Parce qu'entendre un procureur parler de... Il va montrer aux gens que Chahi Rouhani. Et il va mettre et Moutanegaba. Et tu comprends ça, ça dit la nuque, pousser les gens devant. Et de façon désinvolte, il n'a pas le droit de le faire. Nulle part la loi n'a donné l'autorisation à un procureur de parler comme ça à la population. Il n'a pas le droit de le faire. Et en plus, ce qu'il a dit, il a parlé de devoir de fait parce que les gens ont dit Akanlaya. Mais Akanlaya, ça fait déjà même dans la loi, on a prévu la formule de Akanlaya dans le code électoral. C'est pour ça qu'on les fait jurer. Quand il devient président de CENI, on les fait jurer et quand on prend les membres du bureau de vote, on les présente le Coran. Et la présentation du Coran, c'est ça à Kalaya. C'est légal. Et on n'a pas besoin pour le faire, on n'a jamais dit qu'il faut aller demander un chef traditionnel pour que c'est lui qui doit l'autoriser. C'est dans la loi, on a dit, pour exécuter leur mission, leur mandat parlement, leur mandat de membre de bureau de vote ou leur mandat de membre de commissaire au niveau de la CENI, on doit les soumettre sous le serment de leur confession. Et dans la majorité des cas, ils sont coraniques. Et donc, alors, ils sont musulmans. Et s'ils sont musulmans, c'est le Coran. Et dans la pratique des gens, dans la région de Zinder, et aujourd'hui, c'est généralisé parce que j'ai dit, cette pratique de la région de Zinder a été tellement appréciée par tout le monde au point où, dans la Constitution et dans la loi électorale, on a prévu de formaliser ça. Et dire que tous les acteurs électoraux seront soumis à cette présentation du Coran qui est une formule de dire Akanlaya autrement. Et donc le fait de dire maintenant que d'autres citoyens disent si les gens vont voler leur voix et autres, ils vont le dire. Mais Akanlaya, ça veut dire quoi? Mais on n'a jamais dit que c'est quelqu'un qui va le faire, on a dit Dieu. Mais et donc si vous ne vous reprochez rien, où est le problème?
Donc cette attitude-là est une attitude désinvolte qu'on a condamnée et qu'on continuera à condamner. Et il n'est pas normal que des genres de comportements comme ça puissent s'observer dans notre pays. Et des provocations qui peuvent être de nature vraiment à créer des situations qui seront très compliquées pour notre pays et on n'a pas besoin de ça. Nous voulons aujourd'hui de la sérénité, nous voulons de la tranquillité, nous voulons de la paix. Ces élections-là, Dieu merci, les gens avaient des appréhensions. Ils pensaient que ce n'était pas possible de pouvoir les organiser. Enfin, finalement, la CENI a été capable de tenir le pari. Malgré tout ce qui a pu être dit, malgré toutes les appréhensions, aujourd'hui, on peut se féliciter que, nonobstant les quelques imperfections qu'on a relevées, qu'enfin, on a quand même pu organiser les élections locales, on a pu organiser les élections législatives et présidentielles premier tour, et que bientôt, avec toute la leçon tirée, j'ai vu la CENI, elle a fait une réunion, elle a fait évaluation, elle a relevé elle-même tous les manquements qu'on a pu relever, et elle a noté aussi les manquements qui lui ont été révélés par les uns et les autres, et pour prendre des dispositions qui feront que d'ici le 21 février, Inch'Allah Ta'ala, on va se retrouver avec une CENI réaguerrie, révigorée avec ses acteurs électoraux et des citoyens encore beaucoup plus aguerris à être présents pour aller exécuter et exercer leur droit de vote en tant que citoyen électeur. Et donc, ce faisant, nous espérons que les choses vont bien se passer et que par Dieu, que tout se passe bien, que le meilleur gagne. Merci beaucoup Mamadou Noufou Arzika, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.